Salam alaikum Azul, bonsoir. Rétro info de la semaine comme chaque samedi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire dite Nazar, de l'affaire dite Ould Khalifa et de l'affaire dite Majer. Avec moi ici sur le plateau pour en parler, Idir Ounoren, analyste politique. Merci Idir d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Je salue les téléspectatrices et téléspectateurs. Bien sûr, les téléspectatrices toujours d'abord, par courtoisie seulement. Par courtoisie et bienséance. Bien sûr. Et nous avons Samir Bellatesh avec nous, militant des droits de l'homme aussi. Samir, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Au téléphone ou en Skype depuis Alger, Abdou Sammar, journaliste. Abdou, est-ce que Abdou est avec nous? Ah, on est en train d'essayer de le joindre. Alors, les titres d'abord. Liberté. Il a été informé de son limogeage par la FAF. Majer, c'est fini, par Samir Lamari. Le temps. Le tribunal pénal fédéral refuse de classer l'affaire Nazar. Al-Watan, affaire BRC et gestion de Sonatrach, les contre-vérités de Ould Qaddour, par Mohand Azeri. Alors, nous allons commencer par l'affaire Nazar. Je rappelle les faits rapidement. En 2011, 3 Algériens ont déposé plainte auprès de la justice helvétique, la justice fédérale helvétique, pour torture et emprisonnement, détention arbitraire. En 2017, le procureur fédéral classe l'affaire pour, dit-il, non-conformité avec les chefs d'inculpation. Mais en réalité, il y a eu beaucoup de pression sur la justice suisse pour qu'elle abandonne l'affaire, et pression qui était exprimée par l'ambassadrice de Suisse en Algérie, Madame Cohen, et donc qui en est arrivée à déclarer publiquement à la presse que cette affaire n'aurait pas dû être jugée en Suisse, qu'elle dérangeait beaucoup les intérêts suisses en Algérie. Elle a même dit qu'on l'avait informée informellement, elle a utilisé ces termes, qu'un projet économique suisse avait été gelé en Algérie à cause de cette affaire. Et donc, finalement, le procureur a classé l'affaire. Mais, moins d'un an après, le tribunal pénal fédéral décide de remettre l'affaire sur les rails. Il désavoue le procureur fédéral, lui ordonne de reprendre l'affaire et, plus que ça, de mener des investigations plus poussées et de rajouter à la qualification de crime de guerre la qualification de crime contre l'humanité. Alors, voilà, j'ai tout dit. Qui se lance? Concernant cette affaire qui revient dans l'actualité, là, après votre exposé, il faut se dire qu'une fois que la justice suisse a classé l'affaire, il y a dû y avoir des pressions de toutes sortes pour remettre l'affaire dans l'actualité. Il se trouve qu'au-delà du général Nazar, ce n'est pas une attaque ad hominem contre lui, c'est une attaque contre le chef d'état-major de l'époque et de la période incriminé, qui était ministre de la Défense à l'époque incriminé. Je pense que la justice doit faire son œuvre. C'est une justice qui se situe en Suisse. La Suisse est un pays connu pour sa neutralité. Quand l'ambassadrice dit cette affaire n'aurait pas dû être jugée en Suisse, il se trouve que toutes les organisations dépendantes des Nations Unies, qu'elles soient des droits de l'homme, qu'elles soient de l'UNICEF et Tutti Quanti, sont à Genève. Donc, mais là, c'est la justice suisse qui ne dépend pas des organisations onusiennes. Je parle du pays et de son aura et de sa neutralité, en règle générale. Et il se trouve que si cette justice doit passer, je pense que même M. Nazar n'a pas à avoir peur d'y aller, si tant est qu'il n'y ait aucune charge sérieuse contre lui, et qu'il a tout intérêt à y aller et à éclaircir cette affaire. Parce que le peuple algérien a besoin, excusez-moi, juste pour terminer, a besoin de clarté. Oui. On doit savoir ce qui s'est passé. On ne peut pas nous rendre amnésiques sur plusieurs périodes. Et comme vous savez, chez nous, là, il y a cette histoire de réconciliation nationale qui a été votée, qui a été mise au référendum, et qu'on n'a pas le droit maintenant de revenir sur toutes les périodes. Oui.
Et que reste-t-il à ces citoyens qui demandent justice et vérité? Je pense qu'il faut être équilibré dans l'affaire et que c'est l'ensemble des populations algériennes qui doivent être en capacité de comprendre, parce qu'on ne peut pas laisser cette période dans cette espèce de no man's land entre chien et loup. On ne sait pas si c'est l'aube qui se lève ou la nuit qui se couche. On a besoin de clarté. Et ça, moi, je pense que ça participera de manière pédagogique à ce que l'Algérie puisse rentrer dans une autre étape. Oui. Voilà. Et Nazar, hier, a déclaré que le réenrôlement de cette affaire est une atteinte à la souveraineté de l'Algérie. Donc maintenant, s'il veut politiser l'affaire, mais c'est clair, on est la grande institution qui est l'ANP, il était chef des états-majors et ministre de la Défense, c'est une attaque a posteriori pour lui à l'Algérie, à la souveraineté de l'Algérie. Mais l'Algérie, ça doit être aussi une république vertueuse. On doit avoir des relations apaisées, des relations saines. Et comme je l'ai dit souvent, un pays ne peut être administré que sous l'élément du droit bien compris. Absolument. Voilà. Samir, donc voilà, d'un côté, il n'est pas possible pour les victimes de porter plainte en Algérie pour la charte sur la réconciliation nationale. De l'autre côté, on les accuse de trahison quasiment quand ils portent plainte auprès des institutions internationales. Quoi dire? Justement, c'est ce qui pose problème, c'est qu'on ne peut rien juger de manière sérieuse en Algérie. Oui. Donc les autorités ou même ceux qui défendent Khaled Nzar, etc., qui parlent de trahison, de souveraineté, etc., ils doivent se poser la question pourquoi on n'a pas le droit de rendre justice, de dire la vérité dans notre propre pays. Je pense que c'est un droit légitime pour quiconque qui a été torturé, pour qui on a tué son père, pour qui on a fait des choses très très méchantes à leur famille, etc. Ils ont le droit d'avoir, de recourir à la justice, de demander justice, de demander la vérité. Et on le voit, on le sait, hein, nous on connaît un petit peu quand même ces affaires-là. Ces gens-là essayent d'abord d'obtenir justice et réparation et vérité chez nous en Algérie, sauf que ça ne marche pas. Oui. Essayez de déposer plainte contre le général Nzar en Algérie, vous allez voir ce que ça donne. Et du coup, c'est légitime pour ces gens d'aller là où on voudra bien les écouter. Même si, effectivement, ça pose problème. Moi aussi, en tant qu'Algérien, je me dis pourquoi on en est arrivé à essayer de dire ou de trouver la vérité et il faut aller en Suisse pour le faire. Voilà, moi, c'est ce que je dis toujours, hein. Nous sommes en Algérie dans une vraie dictature qui n'a pas changé de nature depuis 1962, encore moins depuis 1992, etc. Et on est confronté à ça. Par rapport à l'affaire elle-même, c'est qu'on a vécu des choses horribles dans les années 90. À ce jour, il nous est interdit de dire la vérité, il nous est interdit d'en parler parce qu'ils ont fait voter une loi. On sait comment se font voter, comment sont votées les lois en Algérie. Hein. Il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucune vérité, tout est trafic et triche aux élections, etc. Pour interdire aux gens d'en parler. Ça, c'est un vrai problème, il faut que ça change. À plus forte raison qu'ils ont fait passer cette loi sur la réconciliation nationale par voie référendaire. Ils sont en train de nous dire que c'est le peuple qui a choisi. J'allais dire, c'est de bonne guerre. Ils vont nous dire ça, effectivement. Oui. Mais nous, on ne fait plus confiance à leurs élections et référendums et votes, etc. depuis très longtemps. Oui. Tout le monde le sait que tout ça est faux, et il y a de la triche, les urnes sont bourrées, etc. etc. Donc, la loi ils peuvent toujours dire ça. La loi de l'auto-amnistie, comme on l'appelle, pareil, comme les autres. Comme toutes les autres, comme les élections présidentielles, les élections locales, etc. Tout est triche, etc. Donc on ne nous la fera pas. Tant qu'ils sont au pouvoir, ils vont nous imposer ça. Ils nous l'imposent par la force, en fait. Essayer de dire quelque chose. Il y a à peine une semaine, un blogueur a été condamné à 1 an de prison parce que, justement, c'est-à-dire on lui a appliqué la loi Hadi. On lui a interdit de dire quoi que ce soit sur les années 90. Absolument. Et pour en faire un exemple, comme ils ont l'habitude de faire, ils l'ont condamné à 1 an de prison ferme parce qu'il a encore parlé de ce qui s'est passé dans les années 90. Abdou Semmar, merci d'être avec nous, Abdou. Merci, Jamal. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci. Alors, Abdou Semmar, nous sommes en train de parler du premier point, l'affaire Nzar. Donc, l'affaire qui avait été classée en Suisse par le procureur
fédérale, et qui vient d'être remise sur la table par le TPM, le tribunal pénal fédéral, qui estime que l'affaire doit être jugée. Qu'est-ce que vous en pensez, Abdou Sammar? J'en pense que moi qui ai écrit sur cette affaire, en révélant quelques documents il y a très longtemps, c'est la justice, parce qu'on estimait tout a été fait. Allô, Abdou? Ne puisse pas s'exprimer, ne puisse pas continuer son processus, il y a eu des pressions politiques énormes. Bah, la Suisse vient de prouver encore une fois qu'elle est un pays réellement de droits de l'homme, un pays réellement souverain. Maintenant, rien ne puisse pas plutôt organiser ce genre de procès dans leur propre pays. On est toujours obligé d'aller à l'étranger pour réclamer des vérités sur l'une des périodes les plus sombres de notre histoire contemporaine. Est-ce que cela, moi je pense que c'est un précédent un peu dangereux. Si le régime algérien n'essaye pas réellement de fournir les vérités aux Algériens, on aura de plus en plus de plaintes à l'étranger contre les hauts responsables algériens. Et là, ils seront vraiment dans une situation très délicate s'ils ne commencent pas à réformer et à accepter que la vérité se donne en Algérie. Mais Abdou, le régime algérien ou l'État algérien ou la justice algérienne n'y peuvent rien, puisqu'il y a la loi sur la réconciliation nationale qui interdit toute ouverture de dossier, voire même toute plainte qui concerne cette période. Allô, allô? Abdou Sammar, vous ne m'avez pas entendu? Abdou? Oui, là je t'entends, Jamal. Oui, mais ce que vous disiez serait bien que le régime algérien se décide enfin à dire la vérité aux Algériens, à leur permettre de porter plainte, de demander à ce que la vérité éclate. Mais la loi sur sur la réconciliation nationale ne le permet pas. Je suis tout à fait d'accord que cette loi, après, il ne s'agit pas de remettre en cause le processus de réconciliation, mais on peut entrevoir des dispositifs judiciaires ou des astuces qui permettent à des Algériens qui ont été lésés de manière très brutale et très violente de réclamer leurs droits. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce que les Algériens attendent, surtout, c'est un travail de mémoire. Si aujourd'hui les victimes de la décennie noire peuvent accéder à une mémoire effective, à un travail sérieux, à une reconnaissance officielle de leur douleur, de leur souffrance, et je pense que ça pourrait calmer les pensées et les blessures et on pourrait avancer. Et je ne crois pas que ces Algériens, ils sont pas soif de vengeance, ils ont soif de vérité. Edir, vous voulez dire quelque chose? Bonjour, M. Sammar. Ce que je voulais vous dire, quand vous dites qu'on va trouver des astuces juridiques pour pouvoir éventuellement déposer plainte, je ne le pense pas. Vous savez, cette histoire de réconciliation nationale, c'est justement pour bloquer toute velléité de dépôt de plainte. Et sont inclus même de manière factuelle, on ne peut pas douter de ce que je vais vous dire, c'est que le printemps noir en Kabylie, où il y a eu 127 morts, il est interdit aussi. Non seulement l'État algérien, à ce moment-là, a indemnisé les familles des victimes sans passer par le droit, ce qui a provoqué l'abandon par le collectif d'avocats qui était chargé de déposer plainte. Vous savez, c'est très difficile. Ça, c'est un cas relativement qui fait partie du paysage, du drame du pays. Je vous rejoins par contre quand vous parlez de mémoire. On ne peut pas laisser à l'errance mémorielle ce qui s'est passé. Ce n'est pas possible. On ne peut pas nous rendre amnésiques. On est une société polytraumatisée. On a besoin de vérité, M. Sammar. Et là, j'interpelle la société civile, non pas mais pour apporter, pour pousser vers plus de transparence et plus de vérité et de justice. Il faut que la victime regarde le bourreau et que le bourreau regarde la victime et qu'ils se disent « Smah ». À ce moment-là, on pourra reconstruire une véritable nation, une partie de la nation. Mais on a besoin de cette mémoire, monsieur, et je vous rejoins au niveau de la mémoire. Alors, nous allons passer au sujet suivant, l'affaire Weld Qaddour. Nous allons d'abord voir un petit extrait où il va nous parler des 40 millions d'experts. Et comme vous le savez, nous sommes en Algérie, tous les Algériens ont leur mot à dire. On m'avait dit qu'il y avait 40 millions d'entraîneurs de football. Maintenant, on me dit qu'il y a 40 millions d'experts en pétrole et en gaz. Donc il faut faire avec. Il faut travailler avec les 40 millions d'experts algériens dans le domaine. Et puis, Inch'Allah, on y arrivera vite.
C'est plus que du mépris, là. Il y avait 40 millions d'experts en football, maintenant 40 millions d'experts. Pour moi, c'est de la traque. Et il fait une grimace, puis comment on doit travailler avec. Si vous permettez, c'est de la condescendance, mal exprimée, on va dire. Ouais. C'est une grosse maladresse. Mais on a l'habitude de ça, en fait. Ah, Vous avez vu un dirigeant algérien respecter les Algériens. Ces gens sont arrivés là par la force des armes. Ils sont arrivés là en trichant, en exécutant des gens. Ils ont fait des coups d'État et tout. Vous voulez qu'ils respectent le peuple? Ils l'ont massacré, ce peuple. Les années 90, où ces gens, c'est-à-dire ils étaient au pouvoir, ils avaient leur place dans les rouages des hautes sphères de l'État et tout. Ils ne vont pas respecter le peuple, ces gens. Ils l'ont massacré, le peuple. Mais là, Oueltrdoul est en train, en ce moment, on ne sait plus très bien si c'est une offensive ou une fuite en avant. Il est en train d'accuser le DRS d'être à l'origine de tous ces malheurs, parce que, selon lui, le DRS voulait la peau de Chakib Khalil, donc lui a servi de fusible, qu'il n'y avait rien en fait, mais il ne nous dit pas pourquoi il a été condamné, pour une peine infamante et pour un chef d'inculpation infamant. Il ne nous dit pas s'il a été blanchi ou non. Selon vous? Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur les détails de l'affaire parce que je ne les connais pas. Oui. Je ne sais pas ce que cachent ces gens et Dieu seul sait qu'ils cachent énormément de choses, y compris les choses les plus puantes. Et par contre, ça crève les yeux qu'il y a une bagarre à l'intérieur du régime. Il y a des élections présidentielles qui arrivent. On connaît un peu parce qu'avec l'âge et tout, on en a vu des élections présidentielles et tout. Et on sait comment ça se passe, quels sont les enjeux internes au régime qui sont en jeu, j'allais dire. Du coup, on est en plein dedans. Là, ils vont se taper dessus, ils vont s'insulter, ils vont sortir des affaires, ils vont peut-être même faire sauter des fusibles. Il y en a qui vont payer ça très cher parce qu'ils veulent aller manger dans leur atelier. Certains vont manger, d'autres vont manger puis le payer très cher parce qu'ils vont... on risque de les mettre en prison d'une manière arbitraire, etc. Mais ça, c'est révélateur de comment fonctionne le régime algérien. Et ça, moi, je suis un citoyen algérien, je suis horrifié par ça. Je vois comment fonctionne le régime algérien, c'est un système un peu comparable au système mafieux, etc. Nous, on dénonce ça, tout simplement. Et moi, je ne prendrai pas position pour l'un ou pour l'autre. Je ne dirai pas que l'un a raison contre l'autre, etc. Ça, ce sont vos problèmes. Je pense et j'ai l'impression que je suis un peu comme la majorité des Algériens qui ne sont pas dans le sérail. Ils regardent ça de loin. Ça, c'est leurs affaires. Oui. La mafia se bagarre à l'intérieur. On ne va pas prendre un gars de la mafia qui, lui aussi, a trompé dans ce qui est sale. On ne va pas en faire un héros. Oui, mais la question à Idir Onoren, le problème, c'est que dans l'affaire BCR, c'est un très gros scandale. Tout à fait. C'est un très gros scandale. Je rappelle que cette société a été dissoute, liquidée par le décret présidentiel, par le président lui-même, sans audit. Tout à fait. Sans audit. Ça veut dire que, pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que les affaires louches ressortent, parce que ceux qui étaient concernés étaient très proches du cercle présidentiel et du haut commandement de l'armée. D'ailleurs, le BRC, je le rappelle, les contrats, c'est avec l'armée et avec Sonatrach. Alors, il y a eu des affaires, par exemple, des marchés de gré à gré, en violation des marchés du code public en Algérie, enfin, des lois du code public. Et qui vont jusqu'à une surfacturation de 600%. Et pourquoi aujourd'hui l'affaire Oueltrdoul est intéressante? C'est parce que M. Oueltrdoul, en termes objectifs, il est à la tête du poste le plus important du pays. Il est à la tête de Sonatrach, l'entreprise qui nourrit les Algériens à 97% de leurs ressources financières. Et donc, Idir Onoren. On n'est pas nommé PDG de Sonatrach par hasard. Oui. Donc ça paraît, c'est le premier élément. Il y a deux volets dans votre question, M. Benchenouf. Il y a le premier volet où il s'attaque au DRS. Oui. Où il s'attaque au DRS et tout en glorifiant M. Chakib Khalil. À partir du moment où, en tant que personne, il dit je suis rentré, on m'a condamné sous aucun... Il se défend d'avoir donné c'est dans la presse, on n'invente rien. On l'a accusé d'être coupable d'intelligence avec l'étranger. Oui. Parfait. Mais à contrario de tout ça, il dit que c'est le DRS. Ça veut dire que lui est passé sous une juridiction militaire. Oui. Il décrédibilise la justice militaire. C'est gravissime en termes de communication politique. Hein. Je parle au niveau politique, ça c'est un. Et finalement, il suit les pas de M. Ouihia, Premier ministre, secrétaire général du RND, qui a dit lors d'une émission radio, Chakib Khalil, Dalmoh.
Dans le mot, la justice l'a lavé et c'est un scoop. Voilà, la justice l'a lavé, c'est un scoop. Comme vous le dites, un scoop pourquoi? Alors que le jugement est censé se passer en plein jour. En plein jour, voilà. Ouais. On a l'impression que c'est une justice qui intervient après la sieste. ou juste au moment du Maghreb, on est en plein Ramadan. C'est toutes ces questions d'ordre politique. Elles ne peuvent pas trouver gré auprès des populations, c'est pas possible. Il y a un souci. On ne peut pas attaquer frontalement le DRS. Et à la limite, j'aimerais vous inviter à réfléchir sur le fait que, une déclaration de chef d'état-major, M. Salah Gaïd, il y a quelques semaines, 5-6 semaines, en disant la sécurité des frontières et le sous-sol. Oui. C'était un message qu'il lançait, il me semble. On ne peut pas prononcer ce genre de phrase, surtout à son niveau de responsabilité, comme ça, de manière naïve, c'est pas possible. Or, on y est. Oui. Il y a cette histoire d'achat de la raffinerie en Italie, où il paraît que la dépollution va coûter au moins 40% ou 50% du prix de la raffinerie en elle-même. Je n'ai pas d'expertise là-dessus, mais c'est du bon sens paysan. C'est toutes ces questions qui se posent. C'est une raffinerie qui a 70 ans. Mais au sujet de cette loi sur les hydrocarbures qui est en train d'être concoctée par un cabinet américain, là, par contre, d'avocats associés de très haut niveau. Là, par contre, je reprends une de vos phrases de tout à l'heure. On dit c'est trop sérieux, mais en disant que c'est une atteinte à la souveraineté nationale. C'est une atteinte au Parlement, c'est une atteinte aux institutions, c'est une atteinte au bureau d'études, c'est une atteinte au cadre de Sonatrach, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, valeureux et compétents. Et c'est une atteinte aux avocats algériens, grands cabinets d'avocats qui ont été considérés comme de la chienne de lit, incapables de faire du travail sérieux. Oui, mais à ce moment-là, je pense qu'à un moment, il faut que ça cesse. Maintenant, s'il se trouve qu'il n'y a pas de compétences, etc., et qu'ils aient recours à un bureau américain, vous imaginez un bureau américain qui va redéfinir la loi sur les hydrocarbures de notre pays. Et qui sera après présenté au Parlement juste pour lever la main. Tout à fait. Donc c'est tout ce processus-là qui est condamnable, si tenté que ce soit fait dans les normes admissibles. C'est ça le souci. Abdou Semmar. Jamel, moi je me permets de ne pas être d'accord avec vous sur plusieurs points. Oui. Moi j'aime beaucoup le Maghrébien parce qu'elle est, je pense, la voie des libertés, et je pense que la voie des libertés ne peut pas sombrer dans un certain populisme qui peut être dangereux. D'abord, parlons de l'affaire de M. Ouelkado. Tu es un grand lecteur d'Algérie Part, Jamel. Algérie Part, nos deux amis semblent ne pas connaître cette affaire de Ouelkado. Nous avons révélé le document exclusif du tribunal militaire de Blida qui dit que ce monsieur n'est pas coupable d'espionnage. Donc c'est un cri noir sur blanc. Oui, mais Abdou Semmar, je précise juste. Non, je précise juste. Il n'est pas coupable d'espionnage, ce n'est pas le chef d'inculpation tel que libellé. Mais c'est mis révélation d'informations sécuritaires à l'étranger. Non, le premier chef d'inculpation, mon cher Jamel, c'était c'était alliance avec une puissance étrangère et divulgation d'informations secrètes. Voilà. Après 4 ans d'emprisonnement, il y a un tribunal militaire qui fait un jugement où il reconnaît qu'il n'y a pas eu de divulgation avec l'intention d'espionner. Donc ce monsieur, on a mis quelqu'un en prison pendant 4 ans pour un chef d'inculpation qui est infondé, qui est faux. Est-ce que vous, qui êtes défendeur de droit, amateur de liberté, partisan de l'état de droit, vous acceptez qu'on mette quelqu'un en prison pour qu'à la fin, on lui dit, finalement, tu es innocent, tu n'es pas un espion, on s'excuse. C'est comme des milliers de cadres. Relisez ce qu'on fait sur Algérie Part, l'affaire des ports d'Alger, l'affaire Saïdan, l'affaire Algérie Télécom. Des cadres qui ont fait l'objet de procès bidonnés, qui ont fait 4 ans, 5 ans de prison, l'affaire Koudil. Le mec a passé 6 ans de prison parce qu'il a dérangé des officiers, etc. On lui fait un procès bidon, des lettres anonymes, on accuse tout le monde d'être espion. Combien de fois tu as été accusé d'être un espion, mon cher Jamel? Combien de fois les gens qui passaient sur un Maghrébien ont été accusés d'être des espions au profit du Qatar? Donc si vous aimez le droit, si vous êtes pour la liberté, pour la vérité, vous ne pouvez pas appliquer ça uniquement à vos amis et pas au reste des Algériens. Il y a des milliers d'Algériens qui ont fait effectivement les frais de la police secrète du DRS. C'est une vérité. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas de la politique. Alors Abdou, petite précision. D'abord, il n'a pas fait 4 ans de prison, il a fait 30 mois.
4 ans, c'est 48 Il mois. a été condamné à 4 ans. Oui, il est a fait sorti 30 mois avant. Parce qu'il était malade. Il est sorti avant. Il était malade. Alors, la deuxième chose, Abdou, c'est que moi, la question que je me pose, moi, je veux bien qu'il soit innocent, mais moi, j'attends d'un monsieur qui est innocent et qui est nommé à la tête de Sonatrach qu'il demande à être blanchi, que son honneur soit lavé par la même justice qui l'a condamné. Pourquoi n'a-t-il pas recouru à la justice? Pourquoi n'a-t-il pas demandé une révision Je de vais te procès? répondre. Est-ce que la justice, elle a blanchi Codine de l'affaire Laknan? Est-ce qu'elle a blanchi M. Boukhari qui est mort en prison, l'affaire du port d'Alger? Est-ce qu'elle a blanchi l'affaire des milliers de cadres emprisonnés à l'époque de Wahid dans les années 90? Nous, on n'a pas de justice. Oui, mais pourquoi ne l'a-t-il pas On est demandé? obligé de recourir à la Suisse. Alors, une autre Vous question. demandez est-ce que la justice algérienne qui était sous l'emprise du DRS? Monsieur Zormati, le procureur d'Alger, on recevait des coups de téléphone, on lui disait qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On a vu de deux amis, Tounsi et Saïd Boudoul, comment ils ont été libérés sur coup de téléphone. On n'a pas des procureurs qui sont libres, qui peuvent faire leur travail. On est en Algérie, on connaît la vérité. Donc demander est-ce que la justice vous blanchisse, c'est un vœu pieux. On Mais, a une Abdou, justice qui était liée depuis l'indépendance aux autorités militaires et qui reçoit des ordres. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va mettre en place une justice qui est capable de réhabiliter. Mais Abdou Sammar. Pourquoi ils ne vont pas les blanchir, Jamal? Abdou. Ils blanchissent votre dol. Non, mais attendez, Abdou, attendez. On fait innocemment la prison. Abdou, C'est ça le problème. Abdou, est-ce que je peux placer un mot? Abdou. Oui, mais non, je donne des détails juste pour Oui, que mais Abdou, Abdou comprenne les dessous de l'affaire. Moi, je veux bien que vous défendiez cette personne. Toute personne est présumée innocente jusqu'à sa condamnation. Or, le monsieur a été condamné à une peine de justice. Et je sais comment fonctionne la justice algérienne. Je sais qu'il y a des règlements de compte. Je sais que la justice algérienne, militaire ou civile, fonctionne à l'injonction. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que ce monsieur qui est nommé à la tête de Sonatrach, c'est le poste le plus important du pays. En termes objectifs, le poste est plus important que celui de président de la République. Alors, comment se fait-il que d'un côté, le régime nomme ce monsieur après l'avoir fait condamner à une peine infamante, sans le blanchir, et que de l'autre côté, la personne accepte d'être nommée à un tel poste sans demander à être blanchi préalablement? Monsieur Ould Qaddour, s'il était innocent, aussi innocent que vous le dites, aurait dû dire non, je refuse ce poste tant qu'on ne me blanchit pas, tant qu'on ne lave pas mon honneur, monsieur Abdou Sammar. Mais Jamal, encore une fois, il y a eu un acte de justice qui a été publié sur Algérie Partout. Le tribunal militaire reconnaît officiellement son erreur, où il est dit qu'il n'y a pas eu d'affaire d'espionnage, comme les chefs d'inculpation ont été retenus. De un. Donc, il a été réhabilité partiellement par la justice militaire. Maintenant, Non, il n'a pas reconnu son erreur. Il n'a pas reconnu son erreur. Abdou, il n'a pas reconnu son erreur. Il a dit qu'il n'avait pas l'intention d'espionner, mais que l'acte a été commis. Il y a une nuance de taille dans cette... Il y a eu l'affaire elle a été racontée, encore une fois. On peut revenir là-dessus. C'est une affaire d'une débilité incroyable. Mais comme celle, exactement comme celle de Codil, Laknan, 6 ans de prison. Est-ce qu'elle a réhabilité Codil, qui a écrit aujourd'hui un livre, qui a raconté ce qui lui est arrivé? Il est rentré en prison pour une affaire, pour un bout de papier, parce qu'il était gestionnaire. Encore une fois, il y a des milliers de cas comme ça, Jamal. C'est pas Ouedrado qui doit résumer à lui seul cette histoire. Il y a des milliers de cas. Et ces gens-là, il ne faut pas cesser de dénoncer la police politique. Il ne faut pas cesser. Il ne faut pas cesser de lui demander des comptes. Mais c'est pas du jour au lendemain où la justice algérienne sera professionnelle et elle va reconnaître ses torts. C'est ça. Parce que là, si tu reconnais les torts des gens, il faut les indemniser. Il faut les blanchir. C'est un processus qui prendra des années. Maintenant, à la tête de Sonatrach, pourquoi et comment? Ça, j'imagine que le monsieur a voulu prendre sa revanche. Il cherche à prendre sa revanche. Il est en train de prendre sa revanche. Voilà. Mais pour moi, le plus important, c'est qu'il y a eu des cadres qui sont entrés en prison. Il faut les Algériens, ils doivent le savoir. Et restez avec nous, restez avec nous, Abdou Sammar. Un dernier mot sur cette affaire. Abdou Sammar, sur la chute de votre intervention là, vous dites il va prendre sa revanche. On est un pays, on a des institutions. On ne prend pas une revanche. Quand on est dans un cadre organisé, quand on est dans un cadre, dans une société comme Sonatrach. Et Sonatrach, je suis désolé, c'est un poste sensible. C'est vrai qu'il y a plusieurs
plusieurs milliers de cadres qui ont été emprisonnés sur Yahya, je vous en rends grâce de nous les rappeler. Il y a plusieurs, il y a l'affaire Koudil, il y a beaucoup d'affaires comme ça. Mais il se trouve que M. Abdou Somar est à la tête de Sonatrach. C'est à la limite, pour moi, d'abord, c'est le patron des patrons, un, et de deux, c'est quand même un poste politique, que vous le vouliez ou non. Et c'est pour ça que le cas de M. Ould Qaddour, sans minimiser les autres, je suis militant des droits de l'homme. Donc le militant des droits de l'homme, c'est d'abord le droit individuel avant qu'il soit collectif. Il est impensable qu'on ne puisse pas s'intéresser à ce cas précis sans attaquer ad hominem, c'est-à-dire contre M. Ould Qaddour que je ne connais pas. Mais il faut reconnaître que c'est un cas emblématique qui est en train de nous polluer l'atmosphère. D'autant qu'on a des crispations dans le pays et on n'a pas besoin de ce genre de choses. Samir, un dernier mot sur cette affaire? Je suis complètement d'accord, sauf peut-être, j'ai juste envie de nuancer, mais ça ne change rien. Je ne suis pas contre ça. J'ai envie de nuancer sur un petit détail, c'est que d'abord, les institutions n'ont jamais été respectées. Je ne sais pas comment on peut parler d'institutions et tout, sauf si on veut juste... je veux dire, parler de choses qui n'ont rien... formelles et tout. La réalité, elle est là, elle nous crève les yeux. Je pense que tous les observateurs le savent. Il n'y a aucune institution de respecter en Algérie. Tout ce qui se passe là se passe en dehors des institutions. Absolument. Voilà. Ce qui se passe, ce que je disais tout à l'heure, et je m'en tiendrai à ça, les enjeux sont la bataille, la guerre qui est à l'intérieur du régime pour les centres de pouvoir, dans un cadre qui est celui de la dictature, celui des décisions qui se prennent en dehors des institutions, encore moins, c'est-à-dire en dehors de la légitimité que devraient avoir ces gens, en fait, parce que normalement, ils sont élus. Quand on a élu des institutions, on peut désigner des gens, etc. Il n'y a rien de tout ça qui est respecté. On ne peut pas l'oublier. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Et je finis juste en disant, Billy, comme on est en pleine guerre entre les clans, ils mobilisent les uns et les autres. Voilà. Ils vont mobiliser la presse, ils vont mobiliser des acteurs politiques. Chacun mobilise ses propres troupes. Absolument. Ouais. Ils vont les mobiliser, ils vont partir au truc et tout, parce qu'il y a une mangeoire et on va aller manger dedans, et voilà. Et nous allons passer au troisième sujet, celui qui crève l'écran en ce moment, qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, qui anime les chaumières et les cafés, qui interrompt les parties de domino, Majer, l'affaire Majer. Nous allons d'abord l'écouter parce que on nous a raconté quelque chose. On nous a raconté qu'au moment où il fait cette déclaration devant des journalistes portugais au Portugal, on nous dit qu'il venait de recevoir un coup de fil d'Alger qu'il avait... Je veux dire que le sadisme, ils ont choisi un tel moment pour l'informer qu'il avait été limogé ou qu'il allait l'être. Et donc vous allez l'écouter se plaindre devant les journalistes portugais. Regardez. Vous trouverez, je m'adresse à vous les journalistes portugais, vous trouvez que c'est normal? Est-ce que ça existe chez vous, un entraîneur qui perd un match contre une équipe africaine, match amical, on décide de le virer, on décide de le limoger de son poste, alors que je n'ai même pas joué un match officiel. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ça? Alors que nous avons un objectif, le mois de septembre, nous allons jouer la Gambie, nous avons une bonne équipe, il y a la stabilité qu'on cherche, il y a la continuité dans le travail. C'est ça, si on veut construire une équipe nationale sur une base solide. Mais malheureusement, il y a des choses qui ne marchent pas vraiment avec notre football, malheureusement. Voilà, vous, messieurs, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah, quoi dire à travers l'épisode de M. Majer, qui pour moi est anecdotique. Dieu sait que j'ai joué un peu au football, en régional, au début des années 70. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'il faut incriminer la non-organisation. Il faut incriminer aucune politique sportive, parce qu'il faut ramener ça sur le champ politique. On n'a pas de centre de performance. Moi, je fais rappeler aux téléspectatrices et téléspectateurs notre athlétisme qui était quand même très bon, au moins dans le bassin méditerranéen, notre équipe de handball, notre équipe de football des Jeux méditerranéens de 75. Même Majer, en tant que footballeur, il était connu, il était bon. J'en veux pas, monsieur Majer. La talonnade, il était connu par sa talonnade. J'ai pas de souci par la réclade. Oui, tout à fait. Le souci, c'est pas celui-là. Je crois que ça renvoie à une mauvaise politique du ministère de la Jeunesse et des Sports.
Où sont les lycées? Parce que je me rappelle à un moment donné, je ne sais pas si vous avez souvenir de ça, il y avait des lycées sportifs. Il y avait le lycée Amar al-Rachid qui offrait de l'internat à des jeunes filles, à des jeunes gens, pour être dans le cadre du lycée sportif. Il y avait des basketteurs, il y avait des footballeurs, il y avait des... Regardez notre fédération de tennis, on avait Belhaviles qui s'entraînait à Nice, on avait Morsli qui était obligé de s'exiler aux États-Unis, Brahmia qui était un excellent coureur de demi-fond. Oui, notre demi-fond. Rappelez-vous de Boal Marahoui, rappelez-vous de tout ça. Et là, actuellement, on n'a aucune politique dirigée vers la jeunesse, dirigée vers le sport, même pas le sport de loisirs, en accord avec le ministère de la Santé dans le cadre de la prévention. Donc c'est tout ça qu'il faut ramener. C'est un problème qui est à la limite. L'équipe nationale, et puis le fait aussi, excusez-moi de digresser un petit peu, qu'on fasse la digression entre les professionnels et les locaux, ça fait rappeler le premier collège et le deuxième collège, je veux dire. Et c'est toutes ces questions-là qu'il faudra remettre à plat. Le président de la FAF devrait remettre tout ça, et quitte à la limite à mettre entre parenthèses une compétition, mais reprendre sur des bases solides. On ne peut pas rester comme ça. D'autant, et là je terminerai là-dessus pour laisser la parole à notre ami, c'est que le sport en général, c'est une très belle diplomatie. Il faut se dire aussi qu'il y a de la diplomatie sportive. Oui. Et donc, c'est toutes ces questions. Et puis, bon, on paye cash, encore une fois, la déliquescence de l'État et du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce n'est pas possible. Samuel. Comme tu disais tout à l'heure, le naufrage du secteur des sports est exactement le même que celui de tous les des secteurs de la médecine, de l'école, de tout ce que tu veux. C'est-à-dire que ceux qui dirigent l'Algérie depuis 1962 et puis ceux qui la dirigent depuis ces dernières années, ils ont tout cassé en fait, le sport entre autres. Concernant Madjer, moi il me semble, je ne sais pas, moi je ne suis pas connaisseur en sport et tout, c'est pas trop mon rayon, mais il me semble qu'il est arrivé dans un train politique. Il était dans le quatrième mandat, il a dans fait le comité de soutien à la présidence actuelle, etc. On l'a projeté entraîneur de l'équipe nationale. Je pense que, depuis le début, on le disait, c'est-à-dire un peu comme tous ceux qui veulent manger dans leur atelier. Oui. C'est vrai que tu peux t'en sortir, tu peux manger un petit peu, etc., mais tu peux le payer très cher parce que tu as affaire à des loups qui se bouffent entre eux en dehors de tout cadre légal. Donc tu vas le payer un de ces quatre, ils vont te jeter en prison, ils vont te jeter en pâture à la population, etc. etc. Madjer fait les frais de ça, en fait. Wesh deg. Wesh deg, qu'est-ce que tu as tu as gagné de l'argent. Il touche 400 millions par mois, il a eu un autre terrain oui, très bien, voilà. En plein Alger. Qu'on dise ça aux jeunes qui, comme toute la jeunesse du monde entier, s'intéressent énormément au football. Qu'on dise la vérité aux jeunes, qu'on ne leur prenne pas la tête avec des conneries et tout ça, qui ne sont pas la réalité. Et juste peut-être finir sur le sujet du sport, je pense que, à mon avis, la vérité, elle va sortir des stades algériens. On n'arrête pas de suivre là ce qui se passe dans les stades. Les jeunes, ils ont le langage qu'ils ont et on ne l'encourage pas quand ils dérapent. Un peu dur, mais dur, et puis des chansons engagées à faire trembler le régime. Exactement. Par contre, tout va sortir des stades. Ou si pour le dire autrement, si on veut savoir ce qui nous attend dans pas longtemps, observons ce qui se passe dans les stades. Un de ces quatre, la jeunesse va déferler dans la rue, elle va déferler sur toutes ces institutions qu'on voit là sur vos photos. Depuis les stades. Les ministères, depuis les stades ou depuis les quartiers pauvres ou depuis les régions pauvres du pays, etc. Mais il suffit d'écouter les jeunes dans les stades pour comprendre comment la société, elle bouillonne, mais comme ça. Un de ces quatre, elle va exploser. Et ça sera de la faute de qui? Pourquoi la population réagit aussi fortement pour un entraîneur de la sélection nationale et ne réagit pas à des choses autrement plus graves? Je pense que sur le sport, pour dire les choses, il me semble que c'est partout pareil. Moi, je suis entouré de jeunes ici en France, mais mon Dieu, tu les mobilises sur rien du tout concernant le syndicat, les droits des travailleurs, leurs propres droits, en fait, et tout. C'est très difficile à mobiliser. Par contre, le débat quotidien, c'est le PSG, l'OM, etc. Le Real sport Madrid, est un truc utilisé par tous les systèmes dominants dans le monde pour occuper la population, en fait. C'est le truc qu'on connaît depuis les Romains. Donnez-leur du pain et des jeux. Et des jeux, on va essayer de les occuper pour qu'ils ne s'occupent pas des choses sérieuses. Le régime algérien fait exactement la même chose. Sauf que, faute de les occuper avec une équipe qui gagne des qualifications sérieuses, des compétences nationales, etc., on n'a pas ça en fait, parce que le secteur est en faillite. Même pas des équipes secondaires, quatre défaites consécutives avec des équipes... Ils ont tout cassé, y compris le sport. On va les occuper avec des polémiques autour du
de l'entraîneur, etc. Je suis entièrement d'accord avec, du moins en partie avec Samir, Oui. quand il dit que c'est finalement la cocotte du stade qui donne le là de la société, dans quel état elle est, et dans quel état de souffrance elle est, dans quel état d'intensité de réaction, et qui risque d'arriver. Pour rappel, simplement, octobre 88, au niveau de la place du 1er mai, on a incendié le ministère de la Jeunesse et des Sports, en termes de symbolique. C'est juste pour ajouter un petit peu à ce que vous disiez. Abdou Sammar, sur cette affaire. C'est une affaire tout simplement drôle. Je pense qu'on est en train de faire des versions. On utilise la Bahmadjal réellement pour amuser la rue, pour lui faire oublier. Au moment où il passe une loi de finances complémentaire complètement catastrophique pour l'économie, on choisit de mettre quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'entraînement. Hein, de toute façon, il ne faut pas être un expert du football pour comprendre que Bahmadjal est plus un bon joueur qu'un bon entraîneur. Il n'a jamais eu de carrière, il n'a jamais eu d'expérience. On le maintient alors que tous les indices démontreraient qu'il faudrait le limoger. Il amuse la galerie, la polémique elle est là, les vidéos sont là, les réseaux sociaux sont là, mais les Algériens oublient l'essentiel. C'est pas mal, jamais l'équipe nationale. Que le sort du pays il est très très controversé, surtout sur le plan économique. On a passé le ramadan le plus, je dirais, sur le plan social, là, le plus misérable. Il y a énormément de pauvreté, on voit des signes ostentatoires de pauvreté, de misère sociale, de gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a des familles entières qui ne mangent pas à leur faim. Ça, cette situation risque de se déraper encore plus. Parce que avec une nouvelle loi de finances, d'ailleurs, je t'invite, toi, Jamel, à en faire un débat là-dessus, parce qu'il y a des articles, il y a des choses qui n'ont pas de sens. On ne sait pas comment, économiquement, ces dirigeants sont en train de réfléchir. On a l'impression qu'ils sont complètement à la rue, qu'ils sont en panique, ils n'ont pas de solution, ils essaient d'improviser des recettes comme ça. Et ça peut vraiment mener le pays en 2019 à une situation très, très, très complexe. Abdou Sammar, merci. Samir Belatesh, merci. Idir Ounourn, merci. L'émission est terminée. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Sahaf Torkoum, bqaw ala khair. Merci à vous.